Ça, c'est le domaine de Fontenay, un domaine qui a plus de 800 ans d'histoire et on se retrouve avec Jérémy, un ami qui est également le propriétaire de ce magnifique domaine. On va voir ensemble comment il a réalisé ce type de projet, quelles problématiques auxquelles il a dû faire face et surtout combien rapporte un domaine comme celui-ci. On va tout te dévoiler dans ce tout nouvel épisode du Découverte Atypique. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de notre format Découverte Atypique. Le but, tu le sais, de ce format, c'est de te faire découvrir des lieux atypiques et insolites, uniques, partout en France avec des expériences de dingue. Et là, pour le coup, on est bien tombé parce qu'on est dans un château médiéval qui a été racheté par notre ami Jérémy. On va t'en parler juste après. Expérience insolite, grange, château, enfin vraiment il y a tout à écrire à l'intérieur de ce domaine. Il y a des parties qui sont déjà réhabilitées, sur lesquelles vous avez déjà bossé. Il y a d'autres choses qui sont encore à faire. On va te parler des chiffres, notamment à la fin de cette vidéo. Combien est-ce que ça leur a coûté, combien est-ce qu'ils ont réussi à financer un tel projet, parce que Jérémy a une trentaine d'années, donc et tu verras qu'il est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, donc il a fallu trouver des solutions, il a fallu se battre pour avoir ce type de projet. Donc voilà, on est hyper fiers de te partager cette vidéo sur notre chaîne et de t'en dire un petit peu plus. On va te partager chaque aile, on va dire, du château, donc prépare-toi, ça va être très sympa. Et peut-être dans un premier temps, Jérémy, parce que nous on se connaît depuis 3 ans, on a vu le chemin que tu as fait depuis ces 3 années, entre des premières colocations jusqu'à aujourd'hui. Enfin voilà, je te laisse te présenter, parler un petit peu du projet et ensuite on attaque la visite. Allez, super. Bah écoute, salut et merci d'être là, d'avoir fait le chemin. On est arrivé, c'est à 1 heure de train, on est venu en voiture. Je m'appelle Jérémy, j'anime le podcast Ça fait un bail, qui est le premier podcast en France sur l'IMO. Donc je reçois des investisseurs immobiliers, des experts. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a 3 ans. On avait parlé de cette thématique et c'était un des top épisodes. On pourra remettre le lien parce que pour ceux qui l'ont jamais été dit, c'est resté longtemps le top épisode, je crois, du podcast. Okay, excellent. Et en fait, j'ai commencé avec de l'IMO un peu classique, colocation, et petit à petit, j'ai eu envie de faire des choses plus grandes. Moi, j'ai grandi à côté de Disney. Le seul château que je connaissais, c'était le château de la princesse à Disneyland. Mais bon, on est déjà dans de l'atypique à Disney. Hein. C'est tous les décors, les trucs. J'avais envie de quelque chose de différent. Et ce château, c'était l'opportunité de créer un grand projet, de le documenter avec toute la communauté. J'ai fait beaucoup de liens entre les réseaux sociaux et l'immobilier. Et j'adore pouvoir faire des projets vraiment collectifs. Et c'est vraiment un château qu'on a acheté avec la communauté. On rénove avec la communauté. On va parler des semaines bénévoles, etc. Et qui est exploité aussi grâce à ça. Parce qu'on a à peu près 40% des demandes qui passent directement par Instagram plutôt que par les plateformes. Et je pense que ça va être bien plus à l'avenir. Et il y a 1000 projets à faire sur ce domaine qui fait 120 000 m². Donc il y a de l'atypique, il y a peut-être même une descente à la rivière qu'on pourrait faire en tyrolienne. Enfin voilà, c'est un truc complètement zinzin. Le terme d'expérience, tu l'as déjà bien en tête, on a l'impression. C'est ça. Et on le verra, moi c'est ce qui me plaît ici, on va vous faire découvrir, enfin Jérémy va nous faire l'honneur de nous faire visiter un petit peu le site, c'est qu'en fait il y a énormément de possibilités. En fait il faut limite se canaliser, mais il nous en parlera. Et c'est pas pour rien aussi qu'on a voulu faire cette vidéo, parce qu'il parlait d'atypique, Jérémy, et il y a justement des projets atypiques qui vont sûrement voir le jour quand même. Et c'est ce qui risque aussi de booster la rentabilité du château, parce que je pense qu'il nous en parlera. On parlera bien évidemment, comme le disait Anthony, des chiffres d'un produit comme ça, et il y a quand même des grosses charges fixes, etc. j'imagine, et on va voir aussi... c'est pas obligatoire, mais presque en fait, de penser insolite, atypique et de développer ce type de projet à l'intérieur de ce château. On en parlait un petit peu en off, mais c'est vital un petit peu aussi peut-être pour la partie projet du château, de manière générale. Quand tu changes une toiture, c'est 100 000 €. Donc si tu continues à faire des spectacles de son et lumière sur les façades du château, comme beaucoup font encore, à 5 € le ticket, tu n'arrives pas à les payer. Donc comment tu fais pour aller trouver des nouveaux modèles, ceux que vous proposez sur la chaîne, etc. en font partie, pour générer du chiffre le plus vite possible pour rénover ce château. Bon, je pense que c'est une bonne intro qui te tease bien la suite de la vidéo. Ce que je te propose, Jérémy, c'est que tu nous embarques un petit peu dans l'histoire de ce château, pièce par pièce presque, en tout cas emplacement par emplacement, pour nous montrer un petit peu quelle est l'envie de ce que tu veux donner au niveau du domaine. Je vous emmène tous. Allez, let's go, on y va. Allez, c'est parti du coup, première partie du château qui est la partie centrale, qui n'est pas encore aujourd'hui, parce que c'est pas la partie que vous avez le plus rénovée pour l'instant, mais c'est la partie principale quand même du château. Je te laisse nous expliquer un petit peu quel est l'objectif, comment c'est aujourd'hui, et tu vas nous faire une petite visite du propriétaire. Allez, c'est parti. C'est un château qui a 800 ans, on vous emmène découvrir les 800 ans d'histoire. Let's go. C'est parti. Bon là déjà on est déjà dans le charme de l'ancien, on peut le dire. On a, du coup ici on a un grand salon avec une cheminée, moi je fais 1m88, donc vous voyez la taille de la cheminée, elle est quasiment aussi grande que moi. C'est comme ça qu'il se chauffait de toute façon, donc dans chaque pièce il y a une immense cheminée.
Le château, on a à peu près 1500 mètres carrés habitables. Donc ces 1500 mètres carrés, quand tu t'imagines le prix que ça coûte à rénover, tu te dis c'est monumental. Mais en fait, sur ce bâtiment-là, non, sur ce bâtiment, on a 400 et quelques mètres carrés. Et on a 3 bâtiments principaux plus des petites dépendances. Et la vérité, c'est qu'en fait, quand tu achètes un si gros projet, tu dois même choisir de rénover certaines parties et de ne pas rénover d'autres parties ou de les rénover plus tard. Tu dois faire des choix. Voilà. C'est complètement différent d'un projet IMO habituel où tu achètes ton nombre de mètres carrés, tu les optimises pour bien tout, machin et tout. Là, tu achètes beaucoup. Et ensuite, tu vois ce que tu fais. D'ailleurs, il n'y a pas de corrélation vraiment entre le nombre de mètres carrés et l'achat. Ouais, tu trouves des projets à 2 millions d'euros avec des dizaines de milliers de mètres carrés. Parce que, en fait, personne ne veut acheter des trucs comme ça tellement c'est des charges. Ouais, c'est tellement grand, il y a énormément d'entretien. Et on en parlait même en off, il y a peut-être même des parties, tu ne sais même pas si un jour tu les auras rénovées, en fait, finalement. Et il y a une belle passation d'histoire, on en parlera aussi à la fin de la vidéo, en même temps des chiffres. Ou même moi, ça m'a racolé un peu avec l'histoire de France. Il y a ce côté aussi rénovation du patrimoine que je trouve hyper intéressant dans les échanges qu'on a pu avoir par rapport à des lieux comme ça, que c'est des lieux d'exception quand même, et qui en plus bien exploités, on y viendra, tu nous le disais, ça peut aussi être rentable avec pas mal d'activités annexes. Donc hyper intéressant. Et puis on voit que les personnes à l'époque, elles faisaient pas toute la taille de Jérémy, c'est ça? Parce qu'on a rigolé en off tout à l'heure avec des petits. Le château, je trouve qu'il est parsemé d'éléments un petit peu loufoques comme ça, enfin assez drôle quand même. C'est génial. On rigolait, Alex, ça passe pour lui, mais pour nous mais pour nous c'est un peu plus compliqué. On va quand même faire la confirmation. Je ne passe pas. Presque. Mais je peux vous emmener là-haut pour voir. Eh ben, allez, c'est parti, on continue. Encore une fois, impossible de tout vous montrer, mais on va vraiment vous montrer des éléments centraux du château et avec des touches d'atypique, bien sûr, qui sont présentes partout. Donc ici, on est dans une des chambres. On voit bien que c'est pas les tailles des chambres dont vous avez l'habitude. Je crois qu'elle fait. C'est pas la cinéma room. Hein. Ouais. Je crois que la chambre fait 60 mètres carrés et quasiment 3 mètres et demi de hauteur sous plafond. On a des chambres qui sont en 2 personnes, donc 2 lits twinables que tu peux mettre pour des couples ou pour des séminaires. Et on a des grandes pièces comme ça qui servent plus de dortoir. Et c'est comme ça qu'on a réussi à amener en 1 an et demi d'exploitation le domaine à 52 couchages. Donc on peut accueillir 52 personnes sur place. Dès à présent. Dès à présent. Et ça a été vraiment notre objectif numéro 1 quand on se demandait c'est quoi les priorités. Tu vois, tu as 25 000 trucs à faire. Notre première prio, ça a été de dire comment on maximise le nombre de couchages de qualité pour commencer à rentrer du chiffre et pouvoir en fait, payer les deuxièmes phases de travaux. Ouais. On n'a pas pareil commencé avec un prêt qui nous permet de financer l'ensemble du projet. On finance la phase 1 et on fait rentrer du chiffre pour financer la phase 2. Intéressant, ok. Bah ça, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est sûr que c'est hyper intéressant en fait. On se dit comme ça paraît fou, même pour nous qui avons l'habitude de développer plusieurs projets. C'est intéressant de comprendre toute la gamberge que vous avez eu derrière en off pour mener un tel projet et on aura l'occasion d'en parler à la fin de la vidéo. Donc c'est top et c'est sûr que ça fait des pièces assez incroyables. Donc là, c'était pour la première partie du château. On va dire qu'il y a 3 grandes zones à l'intérieur du domaine et maintenant on va dans la deuxième partie, une grange où tout reste à écrire. Quelques surprises dans la grange. C'est parti. Et donc là, avant que Jérémy nous fasse visiter encore une partie qui reste à écrire, finalement la partie grange, moi j'ai envie de savoir quelle a été derrière l'idée en fait de se dire on va acheter un château, tu vois, qu'est-ce qu'on va y faire dedans, tu vois, est-ce qu'il y a eu des critères de sélection sur le château, parce que là on le voit, on est sur un château médiéval, il y a différents types de châteaux aussi, je l'ai découvert aussi en échangeant avec toi. Voilà, c'était quoi un petit peu l'idée derrière tout ça? Bah écoute, le projet il démarre avec une rencontre quand même. Le podcast, c'est ce que ça permet. Chaque semaine, je rencontre une personne différente et parfois ça se passe normalement, parfois ça se passe hyper bien. Avec Martin que j'ai rencontré, Martin Ménès, fondateur de Bivouac, ça s'est hyper bien passé. Et on avait un peu, lui, il avait envie d'acheter un hôtel à ce moment-là. Okay. Moi, j'avais envie d'acheter un domaine de mariage, quoi. Et on creuse un peu les trucs, on recherche un peu dans les mêmes régions. On se dit, bah, tu sais quoi, on a qu'à se faire nos visites ensemble. Comme ça, c'est un peu moins solo. Et peut-être qu'à un moment, il y en a un des deux qui trouvera, ou peut-être qu'on fera un projet ensemble, tu vois. Et en fait, on s'est grave bien entendu. Donc c'est marrant d'apprendre à se connaître. En fait, on a tellement matché en une rencontre qu'on savait déjà
au fond qu'on était capable de faire des trucs ensemble, quoi. Ouais, ok. Maintenant, on se voit toutes les semaines, beaucoup, on part en vacances ensemble, etc. Donc ça commence par une vraie rencontre. Et je pense que tu peux pas lancer un truc aussi gros tout seul. Ouais, je pense. Il faut vraiment que ça soit un projet avec un associé ou un projet familial, parce que sinon tu tiens pas. C'est vraiment des projets long terme. Ensuite, il a fallu choisir les critères. Nous, on voulait moins de 2 heures de Paris, à la fois pour nous en termes de praticité et aussi pour avoir un vivier de clients, séminaires ou mariages qui puissent venir facilement. Le train, c'était un plus assez conséquent, mais on n'était pas sûr d'y arriver parce que plus tu es proche des lignes, plus c'est cher. Et en fait, là, on est à 15 minutes de la gare de Sablé, donc en 1h15, tu peux arriver ici. Depuis la gare Montparnasse à Paris. Le deuxième gros critère, c'était la distance avec le village. On voulait pas trop proche parce que si tu as des gens à 200 mètres ou en voisin, dès qu'il y a du bruit, tu es emmerdé. Et là, même à 500 mètres, on a un petit peu de galère quand même. Mais on voulait pas être trop loin non plus. Ouais. Parce que c'est là que tu as aussi ton boulanger, ton resto, tes prestataires. Et les gens, ils aiment aussi aller se balader dans un village. Donc ça a été ça, on ne voulait pas être complètement isolé dans la campagne. On y reviendra, je pense, sur la partie prestataire à la fin de la vidéo. Je pense que c'est des questions qui reviennent souvent. Nous, déjà, sur l'exploitation des logements atypiques, c'est comment je vais trouver des prestats dans des coins reculés comme ça. Je pense que ça serait intéressant d'avoir ton point de vue sur ça. Et aussi, je pense quelque chose qui peut intéresser aussi les personnes qui nous écoutent quand on voit un projet comme ça, c'est est-ce que vous aviez de l'expérience sur des projets comme ça, parce que souvent quand on achète ce type de produit, les gens vont dire oui mais ils avaient de l'expérience dans les châteaux, ou vous aviez des compétences là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite prise de risque quand même, tu vois, en se lançant dans un projet comme ça, un projet un peu, c'est quand même fou. Moi je trouve que c'est des projets un peu fous, surtout à ton âge. Je crois que Martin est peut-être un peu plus âgé. 32 ans. 32 ans, très jeune aussi, tu vois. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu une prise de risque? Est-ce qu'il y avait des compétences, des connaissances là-dessus? Est-ce que c'était vraiment le gros projet, premier projet IMO pour tous les deux, tu vois? Je pense c'est intéressant, je trouve, de creuser aussi là-dessus. On avait fait des petits projets T2, T3, de la coloc en 4 chambres, donc c'est de la réno. Mon père, il est artisan dans le bâtiment. J'ai eu l'habitude de faire de la réno dans des petits appartes. Tu refais de l'élec, de la plomberie, etc. Maintenant que je suis dans ce monde des châteaux et des châtelains, je rencontre des gens, c'est un peu classique pour eux, les châteaux. Moi, je connaissais personne qui avait un château. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Il y a une forme aussi de... Ouais, c'est une communauté, c'est une représentation, c'est du patrimoine français. Je savais que je voulais une grande baraque. Faire un immense projet de rénovation, ça me faisait kiffer. Mais j'avais aucune expérience ni sur les monuments historiques, ni sur les ERP, établissements recevant du public. Donc c'est comment tu passes des fauteuils, comment tu gères la partie sécurité incendie, etc. On y viendra parce que je pense qu'il y a eu pas mal de contretemps, d'imprévus, comme dans plein de projets immobiliers. Mais voilà, le message que je voulais aussi faire passer, c'est que faut faire les choses dans la vie aussi. Et nous, quand on t'a rencontré il y a 3 ans, là, de voir aussi cette concrétisation sur un projet comme ça, en fait, ça prouve juste qu'il faut se lancer, que tu fasses de l'atypique, peu importe le projet que tu fais. Et surtout, quand tu fais un projet, tu sais pas où ça va te mener derrière. Là, on parlait, on vous montrera là tout au long de la vidéo, mais il y a des très beaux projets insolites, atypiques, qui sont prévus potentiellement dans le château, en plus des pièces que Jérémy va vous présenter, où finalement c'est des lieux qui sont tellement immenses et il y a tellement du potentiel qu'on peut faire des choses assez incroyables et aussi extrêmement rentables. Enfin, moi, il m'a montré déjà, je sais les perspectives qu'il peut faire, ça va être... on tease un peu, mais ça... Je compte sur vous pour me trouver la full renta. Là, on réfléchit un peu à ce qui peut se faire, mais il y a des choses vraiment sympas, mais on va vous montrer. Et puis Jérémy, tu vas nous présenter peut-être la partie grange, qui est un lieu encore qui reste à écrire. C'est tellement grand, il y a tellement de belles choses à faire. C'était un des critères, on voulait un grand espace en se disant si on veut qu'il y ait 200 personnes qui se réunissent, il nous faut une salle de au moins 150 mètres carrés pour faire des grandes plénières ou des réceptions de mariage. Et du coup, c'est cette pièce-là qu'on a dédiée à ça. Ça fait quelle surface là, Jérémy? Ça fait 180 mètres carrés. Au sol, du coup? Au sol, 10 mètres de hauteur, avec une grande verrière. Une petite porte là-bas au fond, un peu mystérieuse, que je vais vous faire découvrir. Et il y a surtout une cave qui est plus grande que la grange. C'est la plus grande cave du département. Et c'est une cave voûtée qu'on a ici. On pourra peut-être aller jeter un petit œil. Ouais, avec plaisir, je pense que ça va plaire à tout le monde. Aparté au niveau des travaux, parce que je pense que c'est important forcément avec un projet d'une telle envergure. Vous avez des choses à respecter, on imagine, on pense ABF quand on voit ce type de projet. Est-ce que ça a été parcours du combattant? Est-ce que ça l'est encore? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes contraintes qu'on a sur la rénovation d'un tel bâtiment en fait, ou d'une pièce ici comme une grange? Si tu peux nous parler un peu de ça, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, il y a 4 contraintes. La contrainte des ABF, donc c'est vraiment comment il y a une cohésion dans les différents bâtiments autour. Il y a la contrainte des monuments historiques.
Donc là, c'est est-ce Oui, que ah oui, les... pour les gens qui ne savent pas, ABF, c'est Architecte des Bâtiments de France. C'est ça. Donc, ils contrôlent une bonne partie de certains patrimoines protégés, ce qui fait que tu ne peux pas faire ce que tu veux à l'intérieur, parfois même à 500 mètres d'ailleurs d'un bâtiment exactement. qui est inscrit. Donc là, si quelqu'un achète à moins de 500 mètres de ce bâtiment, il doit respecter des règles à cause de ce château. Exactement. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième, c'est les architectes des monuments historiques qui doivent te permettre. En fait, si ça n'existait pas, la brique, par exemple, il y a 700 ans, tu ne vas pas avoir le droit de faire un muret en brique. Ouais. Et là, on est accompagné par un archi des monuments historiques qui nous aide sur cette partie-là. Parfois, ils ne sont pas d'accord, les ABF et les monuments historiques en plus. Ah, oui. Donc, ça rajoute, il faut mettre tout le monde autour de la table. Les troisièmes, c'est la partie sécurité. Donc comment justement tu peux recevoir des personnes à mobilité réduite, comment tu t'assures en cas d'incendie que tout le monde puisse sortir, que là tu n'as pas des sorties de 2,04 m partout, on l'a vu les portes, la minimum c'est 2,04 m pour considérer comme sortie. Donc là tu dois faire des échanges de si j'ai pas cette sortie là, je dois mettre des sprinklers, donc de l'eau qui machin, bon bref, il y a plein de trucs. Troisième contrainte, et la quatrième il ne faut pas l'oublier, c'est nous. C'est si on nous demande de faire ça et que ça coûte 500 000 € de plus, le business ne marche plus et du coup le château il n'est pas rénové, il n'est pas sauvé et du coup à chaque fois il faut mettre tout le monde autour de la table et qu'on trouve une entente. Ok, hyper intéressant, super intéressant. Et donc là du coup tu nous disais que ça va être normalement un lieu de réception, c'est ce que tu nous disais un petit peu. Tu as déjà des idées de ce que vous allez en faire vraiment en termes d'exploitation? Ouais, ça va être la grande salle de réception. Il y a quelques murs et là, il faut le penser un peu smart parce que si tu n'as pas le droit de le refaire avec des techniques classiques, soit tu le refais avec des techniques anciennes qui coûtent très cher, il faut trouver les bons artisans. D'ailleurs, il y a un peu deux options. Mais si tu peux aussi toucher des subventions dans ce cadre-là qui vont te payer 50% des travaux à peu près. Mais ça, c'est à condition de prendre les bons artisans qui coûtent 2 fois plus cher de toute façon. Oui, c'est un peu comme les artisans RGE. C'est ça. Là, c'est du RGE+++. Et nous, à la limite, c'est pas tant le prix ou les subventions, c'est juste le temps. C'est des dossiers qui te prennent plusieurs années et on n'a pas plusieurs années. Nous, on a envie de faire les choses un peu rapidement. Donc là, le temps, il s'étend un peu entre le château et les 800 ans du château et ce que nous, on a envie de faire en 2-3 ans. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il faut pas être pressé sur ce type de projet? Non, il ne faut pas être pressé. Et c'est pour ça que, tu vois, dans les critères, on cherchait quelque chose qui puisse être exploité le plus rapidement possible. Même si tu n'exploites que 20% du truc, il ne faut pas te partir sur un truc où tu te dis « Vas-y, j'ai 4 millions de travaux sur 5 ans et au bout de 5 ans, je vais commencer à gagner de l'argent. » Voilà. Même d'un point de vue purement motivationnel, en fait, de se dire je vais commencer à faire quelque chose dans ce château dans 5 ans, c'est dur de se motiver. C'est trop dur. Et en plus, ça va prendre 7. Et en fait, va trouver une banque. Parce que si tu n'as pas la porte, tu trouves une banque qui vont te donner 2 ans de différé. Donc, si tu n'arrives pas à commencer à gagner de l'argent dans les 2 ans, ton projet il est déjà bancal. Il est déjà bancal. Donc il y a le côté rénovation, respect de ce qu'on nous impose et bien évidemment le côté business, faire entrer du cash clairement. Donc des petits trucs un peu malins, soit tu respectes tous les trucs, soit tu fais des choses qui peuvent être enlevées. Donc là j'ai un mur ici par exemple qui est pas très beau, où il y a eu des reprises et tout. Je peux mettre un grand rideau, je peux me dire ce sol plutôt que de poser un béton ciré qui va pas être autorisé. Je vais mettre un plancher bois sur des plots, tu vois, un truc qui peut être enlevé un peu démontable. Donc il faut réfléchir à ce truc-là. Et en fait, tu peux commencer avec une terrasse bois et demain, tu vas la virer dans 5 ans quand tu auras la thune et tu mettras de la vraie tomate ancienne pour respecter ce que veulent les archis des monuments historiques. Et dans le sujet un peu atypique, parce que c'est le sujet de votre chaîne, on a une des idées dans cette grange, ça serait d'en faire une grange atypique, donc une salle de réception atypique. Je crois qu'il n'y en a quasiment pas en fait en France. Il y a des gens qui veulent se marier en extérieur, beaucoup, mais toujours il y a les contraintes de est-ce qu'il va pleuvoir, la météo, tout ça. Donc nous on aimerait ramener l'extérieur à l'intérieur, mettre des grands arbres, une canopée avec de la végétation, des tables en bois avec des bancs en troncs d'arbres, etc. Et se dire voilà, on a créé un truc atypique, on a respecté le bâtiment, parce que là du coup le sol t'y touche pas, tu laisses un peu l'effet terre naturel et tu proposes un truc où tous les gens qui voulaient se marier dans une forêt, ils pourront le faire
soit dans la forêt qui est à côté, soit s'il pleut à l'intérieur. À l'intérieur. Voilà. Et ça peut être intéressant d'avoir des retours des gens qui regardent cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires tout au long de la vidéo et là particulièrement si vous avez des idées justement pour Jérémy, parce que je sais que tout est à construire aussi, donc vous êtes preneur des différentes idées qu'on peut vous donner. Donc voilà, qu'est-ce que vous verriez dans un espace comme celui-ci, dans la grange, dans les autres espaces qu'on va vous présenter dans la vidéo. Voilà, c'est intéressant d'avoir votre retour. Moi, je suis prêt à inviter les gens qui me donnent des bonnes idées en commentaire. Ils viendront gratuitement au domaine de Fontenay. Écoutez bien. Et j'ai besoin d'idées pour la petite porte qu'il y a là-bas. Bon, tu vas nous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Attention à la tête, encore une fois. Vas-y, je t'en prie. Hop. Bon, où est-ce qu'on est, Jérémy, là? Alors là, on est dans le pigeonnier, ou le colombier, ou ça dépend comment tu as envie de premiumiser ton lieu. C'est des colombes ou des pigeons. Alors, officiellement, c'est des pigeons. Il y a 600 boulins. Les boulins, c'est les trous que vous voyez là. Et ça représentait la richesse de la famille. Plus ils avaient de terrain, plus ils avaient de droit d'avoir de boulins dans leur pigeonnier. Donc avant, ça servait à envoyer des pigeons voyageurs, communiquer avec un autre château. L'ancêtre des mails. C'est les mails. Là, on est dans un grand répertoire. Ouais. Et la vérité, c'est que on ne sait pas encore exactement quoi faire de cette pièce. Ouais. Elle communique avec la salle de réception. Donc je ne pense pas que ça devienne un hébergement, mais ça pourrait être un bar. Vous voyez le trou qu'il y a ici. Il y avait un grand axe avec un escalier qui te permettait de monter. Ouais, est-ce que tu permets de recréer une vue incroyable du domaine là-haut? Est-ce que tu mets le livre d'or peut-être, ou le photobooth, ou une table particulière? Voilà, tout est ouvert. Plein de choses à écrire. Là aussi, si vous avez des idées sur le pigeonnier, n'hésitez pas à les soumettre à Jérémy. Il y a vraiment en fait, il y a plein de choses, il y a plein de possibilités. Et du coup, en fait, c'est vraiment un lieu. Moi, ce que je trouve assez fou ici, c'est que ce soit dans les extérieurs, dans l'intérieur, en fait, peu importe, je pense, la personne qui aurait acheté, chacun ferait quelque chose de différent. Parce que c'est vraiment unique et chaque coin est un peu exceptionnel et tu peux le penser de différentes façons, en fait, finalement. Ça fait mal à la tête. Ouais. Moi, pendant plusieurs mois, tu vois, j'allais me coucher le soir. Et tout. Au début, je n'avais même pas les plans. Et petit à petit, je me couchais et je voyais le plan du château. Mais c'est ce qui séduit aussi dans un tel projet. Voilà, c'est qu'on est embarqué en fait. Tu es embarqué par ça, ça te prend au trip. Tu te lèves le matin, tu penses à ça, tu te couches avec ça. Et c'est ce qui rend le projet unique aussi, je pense. C'est aussi des investissements passion. Et là, peut-être ce qui peut être bien, c'est que tu nous amènes justement dans la partie que vous avez rénovée, justement. Ouais. Là, vous avez vu un peu une partie qui est un peu conservée, on va dire, la première partie. Là, une partie qui reste à écrire. Elle a une partie que vous avez quand même bien rénovée. Ça va permettre de voir un petit peu les différents aspects et comment ça rend aujourd'hui sur des parties qui sont déjà totalement rénovées. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Donc là, du coup, Jérémy, on est sur la partie, le bâtiment qui a été quand même rénové et qui est exploité aussi aujourd'hui. Donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le bâtiment, voilà, ce qui a été fait à l'intérieur? On va aller visiter un petit peu plus en détail. Ouais, les bâtiments qu'on a vus là, c'était du 13e, 14e siècle. C'est inscrit au monument historique. Et celui-ci, il a été construit en 1886. Ce qui est bien avec les vieux bâtiments, c'est qu'ils mettent la date dessus. C'est pratique. On ne fait plus maintenant, c'est vrai. On fait plus. Et pourquoi on a démarré par celui-ci? Parce que c'est le seul qui n'était pas inscrit, justement. On parlait de trouver une exploitation rapide. Tout ce qui est inscrit, ça prend beaucoup de temps. Là, on était un peu plus libre. Alors, les seules contraintes qu'on avait, c'est qu'on voulait plus de 15 couchages. Et en France, quand tu veux plus de 15 couchages dans un bâtiment, il faut que tu respectes les normes ERP, établissement recevant du public. Donc, c'est des rampes d'accès pour les fauteuils roulants. C'est tout un système de sécurité incendie qui est obligatoire, qui communique avec les pompiers, etc. Et ça, on l'avait un peu sous-estimé. On parlera des chiffres plus tard, mais on avait un peu sous-estimé. En délai et en coût? En délai et en coût. Ouais, ok. Intéressant. 2 fois plus cher, 2 fois plus long. Ouais, ok. C'est intéressant, tu vois. Ça fera partie des sujets assez intéressants sur la partie réelle aussi. Quand tu fais de l'immobilier, on le dit toujours, c'est palpable. Et tu peux être surpris. On l'est souvent. On l'est souvent. Ce qui nous a surpris, c'est ça. La plus belle pièce de ce château. Voilà, une grande... très jolie. Je ne sais toujours pas comment elle fonctionne, mais le gardien a été formé, donc tu as des formations pour pouvoir s'en... Et puis tu as un gardien, je vous parlais d'un gardien, mais en fait on arrive dans des projets qui sont tellement gros qu'il faut prévoir dès le début, dans votre VP, un staff. Et c'est un staff CDI, c'est pas un staff de freelance qui fait le ménage. Il fait pas le ménage, il fait des visites, un peu d'entretien extérieur.
et il gère des galères Ouais, si jamais il y a des galères sur place. Et ce qui est hyper intéressant, excuse-moi, je te coupe, Ouais. mais on vous mettra tout au long aussi de la vidéo des anciennes photos en fait du domaine. Ça, je pense que c'est hyper intéressant, notamment là, les pièces qu'on va vous présenter, c'est hyper intéressant que vous puissiez vous projeter dans ce que c'était avant et le taf qui a été tombé par surtout, Jérémy ouais, et toutes les équipes, parce que c'est assez impressionnant quand même. Surtout sur ce bâtiment, et en plus de ça, vous le verrez, alors je pense que notre vidéo sera sortie avant, mais ils sont en train de tourner un documentaire qui récap les 2 ans, je crois, depuis l'achat. Ça sera hyper intéressant quand ça sortira. Nous, on le partagera aussi, bien évidemment, mais de voir un petit peu de ce qu'ils en ont fait, enfin de ce que c'était et ce qu'ils sont en train d'en faire, et aussi de voir un petit peu dans le futur. Je trouve que c'est bien parce que ça permet de suivre un petit peu le déroulé, vu qu'il y a toujours des choses à écrire, en fait, de toujours suivre un petit peu le développement du lieu, de ce que vous allez pouvoir faire. Donc c'est hyper intéressant. Et donc du coup là, Jérémy, partie rénovée, on se retrouve sur voilà, c'est quoi un petit peu l'idée de ce lieu? L'idée, c'est une grande maison de vacances, donc avec un grand salon, la maison de campagne dans l'idée un peu de la déco. On a une grande cuisine et il y a 38 couchages sur ce bâtiment. Donc il nous fallait vraiment un bâtiment qui puisse accueillir tout le monde. Donc là, on a mis les 50 verres, 50 assiettes, 50 mugs, un grand... j'ai vu des événements ici où ça faisait des pizzas pour tout le monde, machin. Donc il y a vraiment de la vie dans ce bâtiment. Il manque encore des petits trucs, un poêle à bois qui va se poser là. Et dans le reste de ce bâtiment, c'est des chambres. Donc on a 11 chambres, plus 2 dortoirs. Je crois qu'on a 8 salles de bain. Donc vraiment, on voulait quelque chose de grand. Et donc là, vous avez déjà accueilli du monde rempli à 100% pour des événements particuliers. C'est déjà effectif, quoi. Voilà, Ouais. aujourd'hui. Au moment où on a signé, quasiment au début, on a cherché à faire rentrer du chiffre. Ouais. Je crois qu'on a fait une première location à 1 000 € où les gens étaient que à l'extérieur. Ouais. Tu vois, vraiment, c'était en tente, ça dormait en tente pendant une semaine. 1 000 € pour une semaine, tu vois. Et on était très contents. Et ça nous a permis de lancer le truc. On avait donné. Ça met du baume au cœur un peu au début du projet, j'imagine. Enfin, voilà, ça rassure un peu, quoi. Parce qu'au début, ça fait que sortir. Ça fait que sortir. Ouais, même si ça rentre un petit temps. peu, c'est bien que ça rentre, quoi. Ça, c'est comme dans les projets atypiques, ça. Tu sors. Tu sais jamais vraiment quand est-ce que le chiffre il va rentrer. Et là, tu fais tes premières locations et tu te dis, ça rentre. C'est clair. Voilà. Et après, c'est vraiment ce bâtiment-là qui a pu changer la donne, parce qu'on peut le louer soit juste le bâtiment, soit l'ensemble du domaine, avec la rivière qu'on va découvrir après et la cascade. Voilà. Incroyable. On vous l'a gardé pour la fin de la vidéo, forcément, parce qu'on est malin. Mais c'est la partie insolite où le projet peut être incroyable. Et on y en a beaucoup discuté avec Jérémy, et vous allez pouvoir nous donner votre avis aussi, parce que c'est ce qui peut faire la différence aussi, même en termes de renta et de profitabilité pour le château, quoi, clairement. Ça peut passer d'un projet qui marche pas à un projet qui marche très très bien, quoi. Bon, et là, du coup, maintenant, avant-dernière partie, avant de se poser sur les chiffres, la partie forêt, rivière extérieure, parce que depuis le début, on s'est concentré sur la bâtisse, mais il y a un énorme potentiel ici. Explique-nous, parce qu'on sait que tu as fait un coup de maître, notamment en termes de réglementation, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, notamment en France. Donc voilà, explique-nous un petit peu quel a été le challenge au niveau réglementaire pour la future exploitation de cette partie, et un petit peu les idées que tu as en tête. On va débattre avec Alex sur tout ça. Ouais, bah écoute, déjà nous on est arrivé là pendant la visite, le truc était pas sur l'annonce. Donc on visite le château, il nous emmène là un peu à la fin en mode ah, il y a peut-être un truc que je vais vous montrer aussi et tout. Limite Mais pomme pourrie, quoi. Vraiment le truc pourri. Parce qu'en fait ça fait peur, il y avait de la végétation jusqu'ici. Il y a un mois encore, il y avait de la végétation. C'était pas comme ça en fait. Jusqu'ici. Et du coup il nous a un peu montré, on est arrivé par là. On a vu cette cascade et on était là, mais c'est complètement zinzin. Parce qu'on le précise, c'est à vous. Voilà. Enfin, ça fait nous. partie du château, c'est complètement à l'intérieur de la bâtisse. Il y a une rivière, je pense, sur à peu près quasiment 1 kilomètre, elle nous appartient. Et elle nous appartient des deux côtés. Chose qui est assez rare, c'est que du coup, les gens n'ont pas le droit de se poser sur ton côté de la rive. Donc, ils ont le droit éventuellement de passer en bateau, mais ils n'ont pas le droit de s'arrêter. Et même si tu as des autorisations, tu peux utiliser l'eau pour faire ton propre hydroélectricité. Et ça, c'est très très fort. Donc nous on est arrivé là, on a vu un truc de fou, mais on s'est regardé avec Martin, on a dit ok, là il faut pas que ça nous passe, entre les bras, parce que c'était vraiment, on voyait l'endroit bucolique et l'endroit aussi qui était un peu séparé du château, où on pouvait créer une exploitation séparée. Et ça tout de suite, direct ça a tilté, enfin dès les premiers instants. Ouais, on n'était pas dans le sujet justement des hébergements insolites, des cabanes et tout, mais on avait déjà, en tant que client, on avait déjà testé le truc et on savait que ça pourrait marcher. Et en faisant le calcul, on avait toujours mis cette petite ligne avec un gros point d'interrogation de qu'est-ce que ça peut nous rapporter de faire ça. Et pour le coup, la grosse difficulté qui se pose, elle est réglementaire.
Donc là, on commence à se renseigner sur le PLU, on demande le PLU à la ville, machin et tout, on n'arrive pas à trouver un PLU. On finit par rencontrer la maire et nous dit ah mais non, il n'y a pas de PLU en fait. Okay. Du coup, c'est les règles plutôt de la région qui s'appliquent. Compliqué. C'est très compliqué. En fait, c'est limite plus restrictif qu'autre chose. Ouais. Et elle dit par contre le PLU est en train d'être rédigé. Donc nous, on a visité en avril 2023. Okay. On commence ces sujets, on n'avait même pas signé le compromis. On commençait déjà à essayer de rentrer dans ce comité pour pouvoir participer à cette Direct, vous avez eu l'idée de... Vous êtes dit là on va pouvoir potentiellement faire de l'insolite, de l'atypique en exploitation, en hébergement. Direct ça vous est venu comme idée Ouais exactement. Okay. Et on savait que ça prendrait du temps. Ouais. Donc en fait dans cet échelonnage du temps, tu as 2 ans pour faire de la réno des bâtiments etc. Où tu te dis ok j'avance, je fais la réno. Pendant ce temps j'avance sur mes réglementations qui vont me permettre d'exploiter de manière, alors on pourrait poser des tentes, on pourrait déjà faire des choses, mais si on veut un vrai truc, il nous faut une zone de loisirs ou une zone constructible pour pouvoir vraiment avancer sur des éco-lodges, des cabanes. C'est ça qui nous plaît encore plus limite que de la typique. Et c'est ce que vous avez réussi à faire du coup. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, du coup, vous avez réussi à faire. Donc le PLU a été validé. Il va l'être là dans quelques semaines. Ok. Mais on s'entend en fait très bien avec la maire. Je pense qu'il y a un des avantages qui peut orienter un peu les gens qui regardent cette vidéo, c'est qu'il y a certaines régions, certaines zones qui sont moins touristiques que d'autres. Et quand c'est pas trop touristique, en fait, ils cherchent à faire venir du monde. Ouais. Je sais pas si en Normandie, on aurait eu autant de facilité que dans la Sarthe. Peut-être que oui, finalement. La très bonne entente avec le village, la très bonne entente avec la mer. La mer, elle est très proche de ce lieu, elle était très contente de le voir revivre, qu'on rouvre ses portes. Et quand tu montres que ta mission, c'est de sauver du patrimoine, c'est un peu différent de... Ouais. Si t'as juste un terrain comme ça et que tu mets tes cabanes, tu sauves pas grand-chose, tu vois. Là, ils savent que l'argent de l'atypique va servir à payer, à rénover le patrimoine. Exactement. Et là, ça t'ouvre des portes qui sont assez chouettes. Exactement. Donc tout est dans le message, dans l'histoire aussi que tu vas raconter. C'est un peu aussi, tu disais sur la négociation, ça vous a bien servi aussi, mais on en reparlera ça sur la partie négociation. Mais en effet, comment t'amènes les choses, et c'est un petit peu comme une négociation d'un bien immobilier classique qui t'arrive et que tu dis non, ça c'est dégueulasse, j'aime pas, je vous enlève 50 000 € au prix. C'est pas la même chose que si tu l'amènes d'une certaine façon. Ça, c'est des choses qu'on pourra en reparler tout à l'heure parce qu'il y a une belle histoire sur la négo et comment vous avez réussi à avoir ce château. Et du coup, donc Jérémy, c'est quoi l'idée là? Du coup, vous avez réussi à faire classifier le terrain, donc c'est en loisir, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. Là, on est devant la rivière, donc là, toute une zone qui vous appartient sur cette partie-là et là. Est-ce qu'il y a des choses déjà définies? Est-ce qu'il y a encore des idées? Vous voyez une dizaine de cabanes, des bulles, des houseboats potentiellement. À quel endroit? Ou encore, c'est encore hyper... je sais qu'il y avait une personne là justement qui fabrique des tentes qui est là avec nous. Voilà. Est-ce qu'il y a des idées déjà particulières par rapport à ce lieu? Bah écoute, pour le coup, on a un peu étudié les différentes structures, les différents éléments. Tout ce qui est sur la rivière en houseboat, on a peur que ça passe pas, parce qu'ils cherchent à développer un peu la partie canoë-kayak dessus. Ils veulent pas que ça prenne de la place sur la rivière. Okay. Donc c'est des demandes, je pense, qui seraient plus compliquées. Pas spécialement de flottant du coup. Exactement. Okay. Pas spécialement de flottant. Ensuite, il y avait le sujet des cabanes, où on s'est dit cabanes dans les arbres et tout. Moi, je suis allé en tant que client rapidement, dès qu'il y a du vent, au-dessus de 80 km de vent, il faut annuler toutes les réservations. Ils ferment en hiver beaucoup pour faire de la rénovation de ces cabanes, parce qu'elles sont sur des arbres qui bougent. Donc, on s'est dit cabanes en hauteur, pareil, trop complexe. Nous, on voulait des prestats de qualité, et on a la chance d'avoir un terrain... La chance, c'est... Pour certains, c'est de la chance, pour certains, c'est de la malchance. On a un terrain vallonné qui donne sur la rivière. Et du coup, on s'est dit, la cabane un peu sur pilotis qui donne sur la rivière avec une belle vue, c'est ce qui nous convient le mieux. C'est un truc qui peut marcher toute l'année, c'est plus facile à relier en termes d'électricité, de tout à l'égout. Oh, il y a un énorme poisson qui vient de sauter dans la rivière. Apparemment, ça serait un des meilleurs spots de pêche de toute la région. Bon. Et les gens veulent rentrer. D'ailleurs, la pêche était louée. On parle de revenus un peu étonnants que tu peux sortir. Tu peux louer la pêche ici. C'est l'été avant qu'on achète. Et il y a la chasse qui était louée aussi sur le domaine. Dans le domaine. Dans le domaine. Et la chasse aussi. Bon, c'est quelques milliers d'euros par an. C'est genre quelques centaines d'euros par mois. Tu préfères quand même faire quelques centaines d'euros par jour avec de l'IMO. Mais donc voilà, on s'est décidé à faire ces cabanes-là. Okay. Maintenant, on aimerait bien, vu qu'on a 12 hectares, faire des choses un peu variées pour essayer de tester différentes choses.
répondre à différents publics. C'est encore en voilà. construction, voilà, on en parlait beaucoup en off, on a beaucoup discuté avec Jérémy forcément, donc là il y a un très beau projet à construire. Vous le savez que vous allez faire ça. Après, sous quel format pour à la fois le financement, l'exploitation, qui fera partie de ce projet-là. Voilà, il y a encore plein de choses à décider. Et moi, ce que je trouve intéressant, et après je pense qu'on partira sur la partie chiffres, c'est que tu es un peu comme nous sur la partie, tu voulais quelque chose quand même d'automatisable, qui fonctionne toute l'année, c'est aussi important, et un produit qui soit quand même long terme. Parce qu'on a parlé il y a énormément de produits insolites qui demandent beaucoup de rénovation, il y en a d'autres qui demandent aussi un peu moins d'entretien. Et ça, c'est beaucoup d'éléments qui sont à prendre en compte aussi quand tu fais ce type de projet. Si tu veux les automatiser, si tu veux que ce soit du long terme, qu'il n'y ait pas trop d'entretien. Et suivant le produit que tu vas faire, bah, c'est des choses à prendre en compte. Et aussi sur une exploitation annuelle. Que tu le parlais, les cabanes, tu peux pas les exploiter toute l'année. On fait un truc qui est aligné avec le château aussi, c'est qu'on a l'image du château. Demain, on plante des vignes, on va avoir le vin. Tu as envie aussi d'avoir la même clientèle. Parce que la personne qui va venir, si tu fais un couple de trentenaires, donc la cabane bien sympa, qui a de l'argent, qui est plutôt confortable et tout, ça se trouve demain ils aiment le château, ils le louent pour leur mariage. Et c'est là que tu crées une... Alors que si tu fais un truc route, c'est très bien de mettre des cabanes à 2000 € d'investissement et tu fais un truc route, je pense que tu peux faire des rentas incroyables. Mais par contre, il y a moins de chances que ces personnes-là viennent louer le château 15 000 € après avec le domaine complet, quoi. Donc on voulait plus de... Moi j'ai toujours aimé l'histoire de l'écosystème, tu vois. Créer un écosystème où il y a... Le château puisse servir à la rivière, à l'insolite et inversement. Exactement. Etc. Et ça va servir uniquement en insolite. Alors, je prêche le faux pour savoir le vrai parce que j'ai quelques éléments de réponse, mais il va aussi y avoir de l'événementiel sur la partie forêt, rivière, notamment sur l'intérieur, ce que tu vas pouvoir faire ici. Là, on voit l'espace guinguette qui est juste derrière nous. Ça, c'est quelque chose que tu as prévu de conserver ou pas forcément? Ouais, la partie guinguette, elle est assez récente, je vais vous la montrer. Pour le moment, on a fait du mobilier extérieur de haute qualité avec des palettes. D'ailleurs, c'était trop marrant, il y a des marques qui vendent des coussins exactement adaptés aux tailles des palettes pour faire des... Du coup, ça te coûte 15 balles de faire un banc, enfin plus 50 balles de coussins et puis t'as un salon de jardin sympa. Il y a cet espace-là en fait qui répond à plusieurs besoins. Déjà, il a fait bien chaud cet été. À côté de la rivière, là, il fait toujours bon. La majorité des gens, ils se retrouvent ici parce qu'en fait, tu te baignes dans la rivière. Tu te baignes dans la rivière, tu te poses là. On a les tireuses à bière qui sont posées à côté. Et du coup, c'est un espace supplémentaire qu'on peut proposer à la location où on vient t'installer le petit truc, les petits tapis et tu fais ton après-midi. Et l'avantage, c'est qu'en fait, si tu loues pour un anniversaire ou pour un mariage, tu peux faire quasiment un endroit différent chaque jour. Donc tu crées une expérience qui est folle, où ils vont se faire un vrai dîner de château dans un salon avec une grande cheminée. Après, ils vont aller dans la cave pour une dégustation de vin. Après, dans la grange pour un dîner un peu différent. Et ils finissent au bord de la rivière en guinguette. Un lieu, une expérience. Exactement. Ouais, ça résume bien le projet, je pense. Voilà. Donc, incroyable. Bah écoute, franchement, déjà merci pour la visite. Voilà, on a essayé de vous montrer vraiment l'envers du décor avec Jérémy. Maintenant, si vous êtes ok les gars, je pense qu'on peut se poser un petit peu quand même sur à la fois les problématiques, vraiment les chiffres, l'histoire, parce que tu le racontes très très bien. Il y a un vrai storytelling derrière toute l'histoire de ce château et de ce beau projet. Puis bon, voilà, c'est bien beau de savoir combien ça coûte, toutes les difficultés que vous avez eues, mais on fait ça pour rénover, pour une histoire, mais aussi pour s'embarquer et avoir un minimum de rentabilité, je pense. Donc voilà, on va vous partager ça en détail juste après. Yes. Allez, c'est parti, du coup, dernière partie de la vidéo, on va se poser sur les chiffres parce que forcément c'est un élément déterminant et puis Jérémy est hyper cool, il va nous partager en toute transparence plein de data hyper importantes, donc c'est chouette. Mais avant de parler des chiffres, voilà, vraiment, on voulait aussi revenir sur l'histoire de Jérémy parce qu'il a l'habitude d'interviewer tout le monde, voilà, en parlant de parcours inspirants des personnes qu'il a pu rencontrer, mais il a son propre parcours qui est hyper inspirant et nous aujourd'hui avec Alex, on se prend aussi quand même une petite claque parce que c'est quand même une histoire qui est assez dingue et ce que tu as réussi à faire avec ce château, avec le potentiel de départ, c'est quand même assez incroyable, faut le dire. Nous, on te dit bravo encore une fois, même face caméra, parce que c'est quand même dingue ce que vous avez réussi à faire. Donc voilà, on a envie de creuser un petit peu sur cette partie histoire et ensuite tu nous dévoileras les chiffres. Alex, je te laisse poser les questions dont tu as le secret. Bah ouais, moi du coup Jérémy, première question qui me vient, c'est déjà comment tu as commencé toi? Comment tu as commencé? Comment tu as eu un peu ce côté? Parce que tout tourne quand même à l'immobilier, le podcast sur l'immobilier, des premiers achats, je crois que tu nous en avais parlé à l'époque, immobilier, ça fait maintenant 3 ans qu'on se connaît. Le château, ça reste de l'immobilier, même si on va le voir, il y a une exploitation commerciale. Ça se rapproche aussi un peu sur le côté atypique. Voilà, comment t'es venu en fait cette soit passion de l'immobilier ou cette appétence à se dire je veux faire de l'immobilier On peut rembobiner un petit peu quoi, voilà, dans le temps et les différentes étapes qui ont jalonné ta carrière d'investisseur. Et écoute, moi mon père est portugais, ma mère est polonaise, donc naturellement déjà il y a tout le monde qui bosse dans le bâtiment dans la famille.
Et je travaille un peu sur les chantiers avec mon père le week-end. Vraiment, il ose pas trop demander, mais j'essaye d'y aller un petit peu. Je suis beaucoup moins bricoleur que lui. Et en fait, mes parents, sous l'impulsion de ma mère, plutôt sur les projets IMO, mon père est très frileux, tu vois. J'ai ma mère qui pousse et mon père qui sait faire sur l'IMO, enfin, sur la réno. Donc, ils ont fait quelques investissements à l'ancienne, moins de crédits possibles, des crédits sur 10 ans, de la location longue durée, non meublée, 50% de fiscal partout, voilà. On connaît le truc. Ouais. Et mes parents se sont séparés en 2016 et en quelques années, en fait, ce qu'ils avaient construit, ces quelques appartements qui leur permettaient quand même d'avoir un beau complément de revenus, même si pas grand-chose, parce qu'officiellement, ils étaient matraqués par les impôts et les coûts et machin, étaient en train de tomber un peu, bon, ils ne géraient plus, quoi. Et moi, à ce moment-là, je suis un peu en train de chercher qu'est-ce que je vais faire de ma vie, parce que je suis employé, je suis commercial et ça se passe très bien, honnêtement. Okay. J'étais en CDI à l'époque, non? J'étais en CDI, je venais de quitter mon école de commerce, j'avais pris un job, j'ai toujours cherché un peu les failles dans ma vie, et là la faille c'était de me dire, je viens d'une école de commerce, c'est l'IESEG, qui n'est pas le top 3 des meilleures écoles, du coup j'ai pas les grilles des meilleurs salaires et tout, allons voir une entreprise qui ne maîtrise pas ces sujets en fait, de grilles, de machin, je veux voir les Américains, ils ne maîtrisent même pas les salaires français, et va négocier un bon variable. Parce que mon père il m'a toujours dit soit payé à la tâche, soit pas payé autant. Okay. Et moi je voulais être payé à la tâche. Ouais, okay, je comprends. Et du coup je deviens commercial dans cette boîte qui s'appelle Milpal. Je vais signer des partenariats avec des restaurants et quand la majorité des gens signent 2-3 partenariats par semaine, moi j'en signe 2-3 par jour. Et du coup je mets beaucoup d'argent de côté. Tout de suite tu performes. J'avais en fait ce truc où au lieu d'aller parler au restaurant un par un, je faisais venir tous les gérants à un endroit, je faisais signer tout le monde d'un coup, je faisais des challenges en fait. Je m'en suis rendu compte. Tu t'es créé tes propres challenges. Et au final, je mets de l'argent de côté. Je me souviens, en 2 ans, je mets 100 000 euros de côté. Ok, incroyable. Parce qu'en plus, je suis nourri, logé, parce que je lance des nouveaux pays pour cette marque. Donc, je lance Singapour, je lance Paris, je vais travailler à Londres pour eux aussi, pour aider l'équipe de Londres. Et je finis cette expérience, parce que j'ai envie de me lancer. Je me dis dans quoi je me lance. Et il y a ces 2 sujets qui m'intéressent. Le podcast, où je me dis j'ai envie d'aider des marques à développer le podcast. Je sens l'émergence de ce média. Et il y a l'immobilier où... C'était en quelle année, pardon, je te coupe? Parce que c'est pour mettre aussi dans la temporalité aussi, parce que le podcast aujourd'hui en 2025 c'est très courant. Mais je crois que quand tu l'as lancé, tu étais quand même très précurseur. Il y en avait très peu. Ouais, c'est de parler des dates un petit peu. Ouais. C'était en 2019, pré-Covid. Et après, le Covid m'a donné raison, parce que les gens se sont rués sur les podcasts pendant le Covid. Et du coup, j'avais commencé à développer cette boîte. J'aidais les entreprises à créer des podcasts à partir d'articles de blog. Et c'était pas exactement ce que je faisais aujourd'hui. Et en fait, tout le monde voulait faire du podcast d'interview. Mes clients me demandent du podcast d'interview. Je dis, vas-y, moi, je vais en lancer un. Parce que maintenant que je l'ai vendu, la Presta, il faut que j'apprenne. Et je me dis, sur quel sujet j'ai envie. Et c'est la question que je pose souvent quand j'aide les gens à lancer un podcast. C'est sur quel sujet tu es prêt à parler pendant 50 heures d'affilée, tu vois. Tu vas pas t'en lasser. Et moi, c'était l'IMO. Parce que je venais de démarrer mon premier projet. Une coloc, un appart à 168 000 euros, okay. 205 000 tout compris, et 4 chambres que j'allais louer 600 euros la chambre. En périphérie parisienne, c'est ça? C'est ça, la ligne RER A entre Paris et Disney, là où j'ai grandi. Okay. Et ce premier projet, je le lance. Et je fais des très belles rentas, quoi. Je me dis, c'est trop chouette. En fait, je vais... Quoi, 10, 12, 13, enfin ouais, plus de 10% de renta avec du cash flow derrière. 13% de renta, 1000 euros de cash flow, 2 ans de différé en plus, donc je rentre du cash. Et pourquoi l'IMO? Tu vois, ça répond pas trop à ma question, tu vois. C'était en fait sur la séparation de mes parents dont j'ai parlé. Okay. Je me dis, si j'apprends l'IMO, je vais au moins pouvoir les aider, eux, à regérer ces biens qui sont plus du tout gérés. Okay. Je me dis, ça va m'aider. J'ai l'impression que c'était mon filet de sécurité. En fait, si c'est pas un truc qui va m'aider à gagner de l'argent, ça va au moins aider ma famille à en gagner. Et ça me suffisait. Ouais, okay. Et en plus, j'avais j'aime bien chercher les avantages comparatifs que tu peux avoir avant de te lancer dans un projet. Ouais. Et moi, j'avais cet avantage de mon père qui était artisan dans le bâtiment. Ouais. Là où tout le monde a peur des travaux dans l'IMO et tout. Ça t'a rassuré. Moi, il est pas seulement artisan, c'est un génie de ça, tu vois. Donc vraiment, il travaille 2 fois plus vite que les autres, 2 fois mieux.
Et je me dis, moi, j'aurais jamais de problème avec cette partie-là. Donc déjà, tu t'enlèves des grosses peurs de l'immobilier quand tu t'enlèves les peurs des travaux, quoi. Bien sûr. Donc voilà la raison pour laquelle je me lance dans l'IMO, qui n'est pas une raison de passion au début, mais c'est plus réfléchi et de me dire, voilà, si je dois jouer sur mes avantages, je joue là-dessus, quoi. Mais je pense que l'IMO, pour beaucoup, de base, c'est du financier et ça devient vite une passion où tu achètes un premier bien, puis tu t'y prends dans l'engrenage. Je pense que nous aussi, c'était ça, hein. Soit si tu le fais pour de la liberté, soit c'est pour mieux gagner ta vie, soit si c'est pour un complément de revenu. Bien sûr, il y a cette finalité derrière. Mais après, tu t'y prends vraiment de passion sur les projets que tu portes. C'est pas pour rien que souvent les gens font différents projets. Nous, c'est pareil, quand on a commencé à investir, je pense pas qu'on aurait pensé faire autant de choses. Moi, je dis toujours que je suis tombé dans la marmite de l'immobilier. Ça le signifie bien. C'est-à-dire que tu le fais souvent pour le futur. Moi, à l'époque où j'étais prof de PS, je me rappelle, je me disais, c'est pour le futur, c'est pour les enfants, ça payera les études. Ou je me disais ce genre de choses. Et après, tu mets un pied dedans, tu te rends compte des perspectives, tu te passionnes et de fil en aiguille, tu te retrouves à être là, à faire des rencontres comme ça et à visiter un domaine. Donc, bref, c'est ça qui est cool aussi dans ce qu'on fait, quoi. À ce moment-là, je me dis, vas-y, je vais me faire un projet par an. Donc, je fais une coloc, je fais 2 colocs. Et après, il y a quand même cette curiosité d'aller voir ailleurs. Et je me dis, j'ai envie. Puis j'avais lancé le podcast pour seul et unique but de me former et de me dire, vas-y, en fait, je vais rencontrer des gens et je vais un peu piquer leur meilleure stratégie, quoi. C'est s'ils acceptent d'en parler, donc je rends rénovation énergétique, houseboat, colocation, immeuble, longue durée, courte durée. Tu traites tous les sujets. Je traite tous les sujets, toutes les niches, et je me dis, ok, je vais en trouver une qui me correspond, et ça va m'aider en fait à choisir mon prochain projet. Hyper clair. Voilà. J'essaie de lancer un grand projet de co-living qui foire complètement. Alors, j'achète un terrain, puis il y a le Covid qui arrive, je vais me faire tirer mon financement. Okay. Et à ce moment-là, alors que j'avais déjà signé, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Le compromis, pas la vente. J'avais signé le compromis, ouais. Et j'avais signé le prêt. Ok. Donc tu étais quand même bien avancé. Ça m'est re-arrivé avec le château. Ah ouais, incroyable. Je vais vous expliquer comment. La première fois, j'ai pas su rebondir. Okay. Et là, mais moi, ça m'avait fait cogiter. C'était un co-living 24 chambres à 10 minutes de Paris. Okay. Beau projet qu'on faisait avec mon père. Mon père, il aurait construit le tout. C'était une construction. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, ouais, c'est trop ambitieux. J'ai pas réussi. Faut que je me remette terre à terre, et c'est les experts que je vais rencontrer sur mon podcast qui vont m'aider à apprendre, quoi. Ok. Donc c'est le MBA de l'immobilier. Tu peux créer un MBA de n'importe quel sujet si tu lances un podcast sur le sujet. Ouais. C'est le life hack vraiment ultime, quoi. Mais on remettra le détail de la chaîne, bien sûr, ça fait un bail, etc. Encore une fois, on avait eu l'occasion de faire un épisode dessus aussi, donc c'est cool. Si les gens ont envie de se former aussi. Exactement. Et d'avoir plein d'infos, c'est déjà un bon point de départ d'écouter les épisodes de 200 podcast. Heures de formation IMO gratuite. Bah ouais, c'est chouette. Les gens sont là pour ça aussi, je pense, apprendre au maximum. Donc, exactement. Donc c'est chouette. Donc voilà pour l'histoire de l'IMO. Et en fait, petit à petit, j'ai aussi cette curiosité d'apprendre de nouvelles choses, de documenter de nouvelles choses pour montrer aux gens. Même si je vais pas faire une 3e coloc, et je vais aller chercher quelque chose d'un peu plus marrant. Il n'y a pas eu de demi-mesure, quoi. T'es passé coloc, domaine, château, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Le co-living n'a pas marché. J'ai cherché un autre truc ambitieux à faire. Et c'est le château qui s'est présenté. Bon, super, ça fait une bonne passe pour arriver vraiment sur les derniers moments de la vidéo avec le château. Juste, Jérémy, pour le château, moi, ce qui m'a quand même bien bluffé par rapport à ton parcours, c'est le château. Par rapport à ton premier investissement, il est arrivé au bout de combien d'années? Et est-ce que c'était un rêve d'enfant? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé comme ça? Parce que voilà, t'as la trentaine, tu restes jeune, je trouve, pour acheter ce genre de domaine. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui regardent cette vidéo, qui moi-même aussi, tu vois, je pense, je me le suis dit par rapport à toi, se dit c'est impossible, peut-être que j'y arriverai jamais, je ferai jamais ce type de projet. Est-ce que c'était peut-être trop ambitieux maintenant après le recul, tu vois, mais est-ce que si tu avais trop réfléchi, est-ce que tu l'aurais fait quand même? Enfin, tu vois, je pense, quelle est ta réflexion avant projet, peut-être aussi maintenant que tu l'as fait, que tu as sauté le pas, par rapport à un projet quand même d'une grosse envergure comme ça, qui, même si c'est pas loin de Paris, là où tu habites aujourd'hui, on l'a fait en voiture, tu es quand même à plus de 2 heures de route, donc c'est quand même à gérer à distance. Donc je pense qu'il y a aussi des éléments qui sont intéressants sur cet aspect-là. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un peu peut-être la rétrospective du château, quoi? J'ai fait mon premier projet en 2019 et j'avais 24 ou 25 ans. Et le château, je l'ai fait à 30 ans, donc en 2023. C'est 5 ans, ouais, 5-6 ans, 5 ans après. Et en fait, je me sentais prêt à faire de l'immobilier. Je me sentais prêt à faire du business aussi, parce que j'avais lancé ma boîte de podcast à côté. J'ai des marques et des entrepreneurs à se lancer. Et je pense que tu avais un peu besoin des deux aussi. Là, je me lancerais pas dans un projet comme ça si tu n'as pas une fibre entrepreneuriale.
Il faut pas juste une âme d'investisseur, sauf si tu trouves un opérateur qui va tout faire pour toi. Ouais. Mais là, c'est un autre Porter le business. projet de A à Z en fait. Donc, vous Exactement. êtes des entrepreneurs. Donc du coup, c'est ça qui m'a décidé. C'est une rencontre, celle avec Martin, qui m'a décidé aussi. Il y avait une complémentarité qui était certaine. Lui, il avait fait l'ESTP, école de bâtiment, la technique, les CERFA, les machins. Moi, j'avais mon podcast, les réseaux sociaux. Je savais que j'allais réussir à faire grandir une communauté autour de ça. Et du coup, je pars avec ce truc-là. Le dernier truc qui me manquait peut-être, c'était l'argent. Et parce que vraiment, à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'apports. Sur un projet comme ça, ils te demandent souvent 30% d'apport. Et dans les critères, tu vois, on voulait un projet qui se balade entre 1,5 million et 2,5 millions, tu vois. Avec achats, Tout compris. comme ça, on peut commencer sur les chiffres. Bah ouais. 780 000 euros. Donc tout ce qu'on vous a présenté dans cette vidéo, 780 000 euros de prix d'achat. C'est ça. Frais d'agence inclus. Important. Voilà, c'était affiché 823 000. Et du coup, voilà, on commence ce truc-là. Avec Martin, on est très, très optimiste. Peut-être même la phase... C'est bien, je pense. La phase too much, tu vois, j'oublie un peu aussi les risques et les machins. Pareil. Et je pense que ça peut te desservir parfois, tu as des mauvaises surprises, mais je pense qu'il faut aussi un peu parfois être soit un peu optimiste ou être un peu inconscient. Ouais. Je pense quand tu fais ce type de projet, ça nous a beaucoup servi, parfois desservi aussi, mais je pense que c'est ce qui fait que tu avances aussi. Sinon tu fais pas grand chose, ouais, c'est sûr. Ouais. Je pense que le top, c'est les duos où il y a les deux. Tu as quelqu'un qui est... pour le coup, sur le podcast, je suis associé avec Xavier, podcast The Big Shift. Lui est un peu plus risque averse, même si il est entrepreneur quand même, tu vois. Mais on a une complémentarité qui est bien. Avec Martin, on peut aller très très vite dans le mur, très 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 fort. C'est pas pour rien de toute façon que vous avez réalisé ce projet. Et du coup, on démarre ce projet, on signe. Donc la signature déjà part en cacahuète parce que on demande une vente longue, on met des conditions suspensives avec 2 millions on demande 2 millions d'euros, tu vois, en emprunt. Oui, donc 780 000 prix d'achat. Ouais. Et la volonté, c'est de finir, d'emprunter 2 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Et eux, ils comprennent pas. Ils se disent, vous voulez sortir de la vente et tout machin. La vérité, c'est qu'on essayait un peu de se protéger aussi, mais c'était vraiment la somme dont on avait besoin. Bien sûr. Et du coup, ils se barrent de la vente, quoi. Ils se barrent de la signature. Donc, on doit retisser du lien. Déjà, on avait en plus joué vraiment pour la petite anecdote. On se retrouve avec une autre offre en face de nous qui est plus élevée que celle qu'on a fait. Parce que c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est hyper intéressant pour ceux qui regardent la vidéo. Comment tu gères ça ? Parce qu'on l'a tous vécu, enfin pas tout le monde justement, mais moi j'ai déjà vécu des compromis, en plus moi j'étais ancien agent IMO, où ça peut être un peu tendu, là pour le coup c'était plus que tendu, les vendeurs partent, donc tu as le côté où tu veux te protéger, mais il y a le côté aussi j'imagine émotionnel où tu le veux, le château quand même au fond, donc comment, voilà, et surtout avec ce que tu viens de nous expliquer, une offre en face qui est en plus supérieure, voilà, comment vous gérez ça? Je pense que tips très, très actionnables pour tout le monde, il faut vraiment comprendre les raisons profondes et les envies de la personne qui est en face de toi. Quand tu es dans une vente, un bon vendeur, c'est pas un beau parleur, c'est un bon psychologue. Et le bon psychologue, il comprend ce qui se passe dans la tête de l'autre. Nous, en face de nous, on a 7 copropriétaires déjà. Donc tu as toute la famille qui est dedans, etc., qui sont très attachés au lieu, à ce qui va être fait. Normal. Et en fait, entre 780 000 euros et 800 000 euros, à 7, la différence, elle est complètement négligeable. C'est sûr. En fait, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Mais peut-être qu'ils vont mal le comprendre et ils vont se dire c'est une meilleure offre et on va s'arrêter là, tu vois. Et du coup, il a fallu leur faire comprendre. Nous, on était avec l'agent IMO, on rencontrait même pas les propriétaires. Quand on a demandé à les rencontrer, ils nous disent je peux vous en faire rencontrer un ou deux, mais ils sont un peu aux 4 coins de la France. Je pourrais pas vous faire rencontrer tout le monde. Du coup, avec Martin, on a décidé de faire de la vidéo. C'est ce qu'on sait faire de toute façon. Dès qu'on a besoin de faire un truc, tu vois, trouver des bénévoles pour la rénovation, trouver un partenaire, machin, on fait une vidéo et on la poste ou on l'envoie sur WhatsApp. Et donc, on écrit ces petites idées, on se pose face cam et on explique avec Martin, voilà, on a eu ce coup de cœur, ce bâtiment, vous l'avez dans votre cœur et nous, on commence à l'avoir aussi. On a envie de rouvrir ses portes, que les gens puissent le découvrir, on a envie de le rénover, on a envie d'accueillir des scouts, on a envie de faire des mariages avec l'église qui est à côté et on savait que c'était des choses qui les touchaient et on présente ça sans jamais mentir. Mais en présentant les choses qui ont de l'importance pour la personne en face de nous. Et c'est ça qui nous fait décrocher la vente. Okay. Et donc là, avec une petite vidéo, tu t'économises 20 000 euros. Et ça, on l'a refait plein de fois avec plein d'autres projets. Mais ça, c'était avant le compromis. Avant le compromis. Voilà. Et puis après, ils arrivent au compromis. Voilà. Ils se disent, ils nous ont bien eu, ces jeunes fous. Pourquoi ils veulent faire 2 millions d'euros ?
Eux, ils ont toujours rénové le truc avec de briques et de braques, avec des petits trucs. Ils comprennent même pas. Ils voulaient faire un Center Park sur le lieu. Ouais, mais ça permet de faire la bascule aussi sur un élément important, c'est que c'est bien beau d'avoir l'envie, la motivation, l'optimisme, d'aller soulever des fonds comme vous allez le faire, mais il y a une réalité de terrain aussi derrière qui est qu'il faut assumer en fait. Derrière un tel produit et derrière le rêve, il y a aussi le côté plus pragmatique qu'il faut avoir aussi, je pense, quoi, de se dire comment je vais le faire tourner, comment je vais le rentabiliser, comment on va faire tout ça, quoi. Donc je pense que ça peut être bien si vous êtes OK d'embrayer un petit peu sur cette partie-là. Donc concrètement, après cette histoire de négociation, vous décrochez quand même, vous arrivez à renouer le contact et ça passe à 780 000. On vous l'a pas donné ce château, il a fallu le financer. Comment on finance ça? Combien d'apports? Est-ce que vous l'avez financé à 2, SCI, non propre, même des questions comme ça, on peut être à même de se poser la question. On est hyper curieux, même nous avec Alex, de comprendre un peu ce mécanisme. On commence en signant en notre nom avec une clause de substitution qui te permet de créer une société derrière. Déjà, vous achetez Martin et Jérémy comme ça en nom propre, ce qui est assez fou quand même sur un projet comme ça. Deux copains, en plus, tu vois, on n'a pas de lien, machin. On signe le truc et on se dit, voilà, on va réfléchir maintenant à la structuration. La structuration, c'est une SAS et une SCI en dessous. Et d'ailleurs, on en profite pour créer nos holdings tout de suite. On se dit, on l'avait pas fait avant et on met tout ça sous la holding. Donc la SCI détient les murs. La SAS exploite et paye un loyer à la SCI, ce qui permet de donner de la valeur aux deux entités. Il y a les murs qui prennent de la valeur parce qu'on rénove. Et puis de dissocier les deux activités. Et on dissocie les deux activités. La société, on l'appelle Sart Society, en se disant, un peu petit clin d'œil à Paris Society, qui est une grosse boîte qu'on aime bien avec Martin, sur des lieux très, très haut de gamme. Et on se dit, peut-être que demain... Voilà, on aura l'occasion de racheter le château de Sablé à côté et ça sera l'occasion de l'exploiter sous la même entité. Ensuite, on va discuter avec des banques qui nous font comprendre qu'il faut plutôt un bel apport. Nous, on cherche 2 millions d'euros. J'arrondis tous les chiffres, mais et du coup, il nous faut 500 000 euros globalement d'apport qu'on n'a pas. Donc, on se dit, on va faire une levée de fonds qui va nous permettre deux choses, de trouver cet apport et en plus de s'associer à des personnes qui vont pouvoir nous aider. Donc là, on réfléchit à comment trouver 551 000 euros. C'est ce qu'on nous... Première target, premier objectif, trouver 550 000 euros. C'était le premier élément. On contacte quelques personnes autour de nous, on arrive à avoir un petit peu, mais des gens autour de ma famille sont prêts à mettre 5 000 euros par-ci parce qu'ils ont envie de soutenir le truc. Mais bon, il faut plus que ça, quoi. Et en plus, on en avait mis un ticket minimum à 10 000 euros. Et du coup, en fait, on se décide à... On regarde comment fonctionnent les levées de fonds. Les levées de fonds, c'est du timing. Tout se passe en quelques heures ou quelques jours. Tu vas pas faire une levée de fonds sur 6 mois, sinon tu vas galérer. Donc il faut créer une forme de FOMO et tu vas communiquer très fort d'un coup. Donc là, ça c'est un peu les trucs qu'on aime bien avec Martin. On rédige le post LinkedIn qui est prêt à tout péter, en taffant le truc, en taffant la photo, en taffant le hook, le machin. On organise une soirée de levée de fonds. Donc on fait les deux, et vous étiez à la soirée. Exact. Et on fait les deux et on balance, quoi. On se dit, vas-y, va y avoir la soirée avec les gens qu'on connaît, qui sont susceptibles d'avoir des fonds, et va y avoir le post LinkedIn qui peut peut-être ouvrir à d'autres personnes. Avec ça, on va trouver 551 000 euros. Et juste pour que les gens comprennent bien, la contrepartie, c'est que les gens ont une part, ou entre guillemets, un intéressement sur ce qui va se passer après dans le château, quoi. Voilà, on valorise d'ailleurs le projet, parce que tu signes, après tu dis à quelle valorisation les gens vont rentrer. Nous, on met 2 millions d'euros. Donc on se dit, voilà, au vu de l'investissement qu'on met, en termes de temps, de compétences, le lieu qu'on a trouvé, la négociation qu'on a fait, le machin, on dit que c'est un projet à 2 millions. Et pourquoi 2 millions? Parce que je crois qu'on aurait pu lever à 20 millions et les gens, ils auraient quand même donné l'argent. On aurait gardé beaucoup plus de parts. Parce qu'en fait, on se sentait capable de créer un projet qui vaille plus de 2 millions de valo. On s'est dit, moi je me sens capable dans 7-8 ans d'avoir un projet qui vaille 4 millions d'euros. Et c'est vraiment à partir de cette réflexion-là, associée à des comptables qui vont valider ces estimations, que tu mets la valorisation. Et la belle histoire, c'est que la soirée aurait suffi à financer. Donc lors de la soirée, vous aviez les 550. On avait les 550, mais en fait le post LinkedIn, avec le post LinkedIn, on a un petit lien avec combien êtes-vous prêt à donner pour la levée. Un post LinkedIn qui fait 400 000 vues et on a 1,5 million de promesses d'investissement avec ce post LinkedIn. Incroyable. Et là, vous êtes surpris, vous vous attendiez objectivement, vous saviez que ça allait plaire. Enfin, on est comment à ce moment-là, tu vois? Nous, on est toujours sûr que ça va fonctionner avec Martin, mais une fois sur 10, ça marche, et 9 fois sur 10, ça marche pas. Donc vous êtes quand même content quand ça arrive, j'imagine. Donc on est content que ça arrive, mais le truc, c'est que pour le coup, on n'avait pas encore structuré, on n'avait pas créé les sociétés, on n'avait pas vu les avocats il y a plein de contrats à faire pour une levée de fonds, enfin, c'est des choses importantes. Et du coup, en fait, d'ailleurs, on perd un peu la chaleur à ce moment-là. Le momentum, quoi. Et ça, en fait, tu retournes les voir un mois après, ceux qui ont mis une promesse sur LinkedIn, c'est pas la même chose, quoi.
Ça nous permet quand même de lever évidemment très largement ces 550 000. On veut pas plus, parce qu'on ne veut pas se diluer davantage. Ouais, bien sûr. On cède 22% du capital. Voilà ce que j'allais te demander. Voilà. Il y a 33 personnes qui rentrent au capital, un peu de notre famille. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de créateurs de contenu, notamment Bruno Maltor qui a 2 millions d'abonnés. On a les investisseurs, les gentlemen investisseurs qui sont un des premiers à mettre la main dedans et à communiquer dessus en plus, donc ça aide. Et on se dit, voilà, on a des gens du monde du séminaire qui gèrent des agences de séminaires, on a des gens dans la bouffe et le vin. On a 33 personnes d'univers différents et qui peuvent amener leur expérience en plus des fonds. Donc, ok. Et ils sont aujourd'hui les premiers ambassadeurs du truc. C'est bon, on a nos 550 000, on retourne à la banque. Ouais. On galère comme d'habitude. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas parce qu'il y avait les 550 que c'était fini. Toutes les banques nous disent « Ah, mais c'est génial, ça va le faire. Ah, c'est bien qu'il y ait des jeunes qui fassent ça. On va pas laisser le patrimoine français aux Chinois. » Vraiment, les banquiers, on les voit hyper chauds. Et quand il faut aller monter ça en comité de direction, en fait, tout le monde est là, mais t'es complètement zinzin. Le château, ça coûte une fortune, ça sera jamais rentable. Et en fait, on galère vraiment à trouver le financement. Quand on dit on galère, on fait 10 banques, 5 banques, enfin on retourne tout. 10 banques. On fait quasiment 10 banques, je pense. Et surtout, on décale la vente 2 fois. Donc là, ça continue à créer un peu de la tension. Et on finit par trouver une banque qui accepte de nous prêter 1,2 million d'euros, je crois. À un bon taux pour l'époque, tu vois, 3,3, je crois, un truc comme ça. C'était le pire moment pour lever des fonds aussi en France, faut se le dire. Donc on est super content. Et il y a un truc qui arrive, c'est que changement de direction à la banque. On avait signé les assurances, on avait signé le prêt, on avait tout machin, et le prêt nous est retiré. Alors qu'on avait signé. C'est assez incroyable ça, j'aurais même pas pensé que ça puisse se faire. Ça fait 2 fois que ça m'arrive. Donc là, tu as le choix soit d'aller attaquer la banque en justice. Nos avocats nous disent on y va, mais c'est une procédure, ça va prendre 10 ans. L'énergie que tu vas y laisser. Moi, je suis pas là pour aller me former en droit et aller comprendre le truc, et c'est pas ma passion, quoi. Bien sûr. Ou il nous reste 3 semaines avant la signature. En plus, il nous avait dit, il y a même à une journée près, on se retire. Les clauses suspensives arrivent à terme. On n'a pas l'argent, et avec Martin, on se dit, c'est pas grave, on y va. C'est-à-dire qu'on passe les clauses suspensives. Donc maintenant, si on trouve pas l'argent, on doit 78 000 euros. 10% de pénalité. En plus, on avait déjà mis 20 000 balles d'avocats, de frais annexes pour un tu projet vois, comme ça. pour une levée de fonds. En fait, structurer une levée de fonds, ça demande un petit peu de. Aujourd'hui, je pense que on a créé tous les templates. Maintenant, on les a. Mais avant, on n'en avait jamais fait, quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et du coup, en fait, on se met un gros coup de pied au cul. Là, je traverse la période la plus compliquée de ma vie, je pense. Ah ouais? Il nous reste 3 semaines. On n'a pas l'argent. Il nous faudrait 2 millions d'euros, 1,5 million en plus, et pour vraiment tout faire. Donc là, on retravaille le BP. Combien au minimum il nous faudrait pour faire la première phase? C'est là qu'en fait, travailler phase par phase, ça a du sens. Ouais, bien sûr. Quelles sont nos options? Et le crowdfunding se présente à nous. On contacte plusieurs plateformes. Et il y a la plateforme Brix, Cédric, que j'avais reçu sur le podcast aussi. Avantage. Après, même si je ne l'avais pas eu, j'aurais pu lui parler. On tape aux portes, on tape aux fenêtres, on trouve. Le réseau a beaucoup d'importance. Et ils acceptent d'étudier notre dossier. Il est validé. Et là, il nous reste une semaine pour faire une com, pour un crowdfunding qui est censé durer 1 mois. Pour quel montant, du coup, au final? On avait fixé 690 000 euros. Ça nous permettait de rénover le gîte et acheter le château. Et pour le coup, on lance le truc. On avait lancé toute la com possible et imaginable. On a mis 0 € en pub ou quoi que ce soit, mais c'était des amis entrepreneurs, enfin des amis, et même des entrepreneurs qu'on ne connaissait de nulle part, tu vois. J'ai Youssef Koutari, 500 000 abonnés sur LinkedIn, à qui j'envoie un message, je raconte l'histoire, le refus de prêt, le machin. Il fait un post LinkedIn, tu vois. Oussama Hamar, Mathieu Stéphanie, des personnes que j'ai reçues sur mon podcast. Les gens jouent le jeu. Les 33 personnes qui ont investi. En fait, ils avaient investi, mais on n'avait pas encore signé les papiers et on attendait d'être sûr, tu vois. On les avait, pareil, il fallait les garder chauds et machin, et tu leur Oui, ça va aller, le projet va bien se porter. Alors que toi, tu flippes ta race.
Et du coup, on finit par signer ce truc avec eux. Donc le crowdfunding. Le crowdfunding se lance. On négocie avec la plateforme parce qu'on va leur faire ramener des nouveaux clients pour avoir vraiment faire un truc sympa déjà en collaboration. On travaille beaucoup en collaboration de marque et ici. Et ça, on l'a compris ça. Et du coup, on démarre. C'est là que ça démarre vraiment notre goût pour la collab. Et en fait, on lance et en 3 jours, on arrive à lever 600 000 €. En 3 jours. Et sur la 3e journée, on a David Laroche, qui est un infopreneur et qui vend des formations, des accompagnements, qui me dit, moi j'ai envie de financer, je suis prêt à clôturer le tour. On clôture le tour avec David. On est vendredi soir. Moi je suis rincé. Je pars en week-end avec des copains, j'arrive même pas à parler, j'arrive même pas à interagir. Je dors à table, tu vois. Mais c'est bien, c'est l'envers du décor aussi. Parce que souvent on montre, oui, là il y a la finalité, etc. Mais par quoi vous êtes passé avant? Voilà. Avant d'avoir tout ça, vous êtes battu, vous avez eu des refus de prêt. Souvent, les gens nous disent oui, mais j'ai eu un refus de prêt, il y a eu 10 refus de prêt, il y a eu un prêt qui a été signé, qui a été. Enfin voilà. Et vous avez trouvé des solutions parce que vous vouliez et vous croyez au projet. Donc c'est ça aussi. Toujours la difficulté et la complexité de ce que vous avez traversé et à la hauteur, à l'inverse, quand vous allez au bout de la récompense qu'on peut avoir. C'est ça. Puis on arrive chez le notaire sans l'argent parce que en fait il y a un délai. Il y a un laps de temps. Et même 24 heures, ils veulent pas décaler, tu vois. Qu'on se dit en fait on va y aller. Ça devait arriver dans la journée. On prend la voiture à 8 h avec Martin. Sans savoir s'il y avait les fonds. Le notaire nous dit il y a pas les fonds. On arrive là-bas à 10 h, rendez-vous. Le notaire, alors il y a les fonds? Non, toujours pas. Olivier, notre très bon notaire, nous dit que je salue. Je peux faire durer la signature 3-4 heures. Excellent. On va gagner du temps. Et en fait, au bout de 20 minutes, là, il y a les fonds qui arrivent. Incroyable. Donc nous, on peut même pas exploser de joie, tu vois. Mais on sort finalement du notaire. On a cette vidéo avec Martin où on explose dans la voiture et on a notre gros trousseau de clés. Et on arrive et donc on redescend. Du coup, en fait, on réalise que c'est le début. Mais du coup, vous avez rien soulevé par les banques, finalement. 0 € par les banques. Donc on s'est passé des banques parce que c'était le pire moment de l'histoire. Je pense que c'était le pire mois de la pire année pour lever de l'argent. Aujourd'hui, ça serait vraiment différent, je pense. Et on financerait en banque. Et donc, au final, 1,2 million, 3, 4 là, 1 million, 1,3 million. 1,3 million qui a été financé à la fois par la levée de fonds et le crowdfunding pour se lancer dans le projet. Et comment vous envisagez aujourd'hui? Il y avait un projet de 2 millions au départ, donc vous avez été capable de séquencer différemment, j'imagine, pour que le projet aille au bout. Voilà, et se contenter d'1,3 million versus les 2 millions de départ. Comment vous l'anticipez aujourd'hui? Vous avez prévu une nouvelle levée ou d'ouvrir encore pour aller chercher les 2 millions? C'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Enfin, je fais le curieux un peu par rapport à ça. L'objectif, c'est d'avoir des entrées d'argent suffisantes pour avoir un bon bilan, qui sera le bilan 2025, qui nous permettent d'aller lever en bancaire, peut-être même de remplacer le crowdfunding d'ailleurs. Parce qu'un crowdfunding, ça te coûte 7% plus des frais, quasiment 10%, là où la banque peut te coûter 3%. Donc ensuite, une fois que tu as approuvé à la banque que tu peux faire du chiffre et que tu es en accélération, là tu vas lever et tu vas avancer. L'autre option, c'est de rentrer de la trésor et ça prend un peu plus de temps, mais c'est aussi faisable. Et du coup, on va finir, et je pense qu'on clôturera là-dessus sur les sources de rémunération du château actuel et potentiel. On en parlait justement avec la partie atypique, insolite. Voilà, c'est quoi aujourd'hui limite le business model en fait finalement du château. Donc faut détacher vraiment la partie, ça qui est intéressant. C'est un peu ce que nous on fait avec Anthony aujourd'hui sur nos logements atypiques. Tu as la partie foncière, donc immobilière, donc le château, qui loue du coup à votre société d'exploitation commerciale finalement, qui elle maintenant a le côté business, exploitation. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous faites vraiment sur cette partie commerciale? On a deux exploitations. Le séminaire en semaine et l'événement de famille, anniversaire particulier le week-end. Pour le moment, on n'a pas trop envie de faire de mariage parce que c'est beaucoup de gestion. On préfère faire du très beau séminaire que du mariage, mais peut-être qu'un jour on va se lancer parce que ça paye quand même très bien le mariage. On a déjà des demandes à plus de 10 000 € pour le domaine alors qu'on ne veut pas le proposer en mariage, quoi. Là, si je vous donne des chiffres, globalement, en charge courante, parce qu'il y a une petite équipe, il y a un CDI sur place, on a 2 alternants, un qui nous aide sur le suivi du travaux, un qui nous aide sur la partie marketing. Et en fait, il y a ce sujet de château qui coûte cher pour une assurance habitation, ça ne coûte pas 50 €, ça coûte 1 000 € par mois. C'est pas une PNO à 30 €. Voilà. Et tout coûte plus cher. Donc on a à peu près 12 000 € de frais fixes mensuels. Et est-ce que tu inclus, moi je me suis posé la question quand on parlait des prêts bancaires, il y a combien de mensualités, tu vois, en termes de mensualité de crédit? Et c'est 12 000 €. Intéressant. C'est 12 000 € inclus les 7% d'intérêt du crowdfunding. Donc ça représente 4 300 €.
par mois. Donc au final, il faut qu'on ait 12 000 euros pour financer. Et le reste, pour financer nos charges, le reste, c'est du bénéf. Ok. Comment on fait du bénéf? Je dirais, pour faciliter aussi le discours, on fait des événements autour de 5 000 euros. Un séminaire de 2-3 jours en semaine ou un week-end de 2-3 jours aussi. Une fois qu'on a la personne qui est venue, on essaye de ne pas trop faire des une nuit. Parce qu'en fait, ça, en termes de gestion, de vente, de machin... Beaucoup d'énergie pour... Exactement. Donc moi, je préfère vendre un bon week-end de 3 jours, 5 000 euros, plutôt qu'une nuit à 3 000 balles, en fait, qui a pas trop d'intérêt. 5 000 euros, le week-end, ça se loue très bien pour le moment. Donc je pense qu'on va louer à peu près 40 week-ends à 5 000 euros. Pour l'instant, vous êtes en positif, en tout cas, par rapport... Exactement. Ok. Là, en fait, on est dans la transition, là. Tu vois, on vient de passer, je pense, les 12 000 euros de chiffre mensuel. Parce que tous les week-ends étaient bookés. On a des premiers week-ends qu'on a bookés il y a 6 mois déjà, où on avait loué plutôt 2 000 euros le week-end que 5 000. Donc il n'y avait pas encore l'espace que vous voyez là, quoi. Là, déjà, on respire, j'imagine, un petit peu. Enfin, je me mets dans votre état d'esprit. On passe le seuil, on va dire, on peut appeler ça un seuil de rentabilité, quoi, où déjà on est à l'équilibre en tant qu'investisseur. J'imagine que ça rassure déjà un peu. En fait, le gîte à retaper, il nous a coûté 2 fois plus cher que prévu à cause des ERP, etc. Et 2 fois plus de temps. Et 2 fois plus de temps. Donc dans le BP, on n'y était plus déjà. Donc avec Martin, ça fait 1 an qu'on injecte 10 000 euros par mois en apport en compte courant pour faire tourner la machine, pour compenser. Vous aviez des ressources quand même. Heureusement qu'on avait des ressources à ce moment-là. Heureusement qu'on n'avait pas mis trop d'apports aussi sur le projet. C'est là que quand tu entends les gens qui te disent finance, mais essaye de financer le max à la banque et tout, c'est pas que pour créer de la dette inutile, c'est qu'en fait, cet argent, tu vas peut-être en avoir besoin aussi. Exactement. Donc on se sauve un peu là-dessus. Et là, on a passé la phase, en fait, où du coup, tous nos week-ends sont bookés. Et à entre 3 et 5 000 euros le week-end, on arrive à payer nos frais et à faire un peu de bénéfice. Maintenant, on va pouvoir faire de la renta sur les séminaires. Séminaire plus difficile encore à se faire connaître. Ouais. J'imagine qu'il faut vraiment faire de la prospection et tout qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et sur cette phase-là, et c'est aussi pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, c'est que depuis le début, on a cette petite lueur et cette petite voix intérieure qui nous dit le truc le plus rentable, c'est pas le château. C'est plutôt la rivière qu'on voit là et ce qu'on peut en faire. C'est fou de se dire ça quand même. Ouais. Et je crois qu'officiellement, tu vois, j'ai fait un peu le client dans des biens, dans des hébergements insolites, etc. Et quand tu vois que c'est loué quasiment 30 nuits par mois à 200 ou 300 euros la nuit, on se dit ça peut faire 2 fois le chiffre du château. Bien sûr. Je connais moi 2-3 chiffres de certains insolites. Il y a des gros insolites qui peuvent rapporter juste le logement 17 000 euros. Tu vois, par mois. Par mois. Donc c'est plus que ce que vous faites pour l'instant sur l'exploitation du château. Avec un insolite. Un seul insolite. Avec une cabane. Une cabane. Ouais. Okay. Avec un peu sur quelque chose qui marche très bien. Hein. Ouais. Mais si déjà, tu vois, nous je donne les comparaisons aussi. La Houseboat, là, on fait un très bon mois sur le mois d'août. On est à 7 000 euros déjà sur un produit. Donc là, tu mets 2 produits déjà, tu fais quasiment le sachant qu'il y a la place d'en faire un peu plus que 2. Ouais. Sur 120 000 m², tu peux en mettre. Nous, on a fait un plan avec 19. 19. Et vous avez les 19, vous les avez calculés comment à 3 000 euros par. Vous avez, t'as des chiffres un petit peu de prévision, même si c'est très hypothétique, très simulation, etc. Vous avez quand même une idée de ce que ça pourrait représenter en termes de volume de chiffre d'affaires? Ouais, alors franchement, mais je crois qu'on a été assez conservateur sur cette partie-là, mais on s'est dit que le château, il pourrait nous générer 400-500 000 euros. Et ça, c'était un peu plus, 500 à 600 000 euros, mais on était avec 8 à ce moment-là. Tu parles en mensuel, en annuel En annuel, sur 8 cabanes, parce que c'était le plan initial. Okay. Après, on a demandé à la mairie de pouvoir en installer 19, mais sur 8 cabanes exploitées, on était à... et du coup, ça nous permettait de faire un BP à 1 million d'euros à l'année. Ok, excellent. Donc 1 million d'euros de CA. Voilà, de CA généré versus du coup un investissement de départ de 1,2 million, 1,3 million quoi. Ouais. Et là je vous ai parlé des charges fixes d'ailleurs. Je vous ai pas parlé des charges variables. Parce qu'en fait il y a le ménage, etc. qu'on n'a pas mis. Oui, mais là il y a l'énergie, mais il y a pas le ménage. Okay. Ouais. Et moi une des dernières questions que j'ai envie de te poser, déjà merci pour ta transparence et pour tout ça, c'est hyper intéressant. Derrière un investisseur comme vous,
toi et Martin. C'est quoi l'envie? Aujourd'hui, quand on se lance dans un projet atypique, nous on accompagne, on forme les gens pour avoir plus de 1000 euros, 1500 euros net par mois avec des projets. C'est souvent des compléments de vie pour voyager, pour la liberté, etc. Aujourd'hui, on fait ça pour quoi? Quand on achète un château, on fait ça pour le cash flow, on fait ça pour avoir 10 000 euros de cash flow, on fait ça pour en vivre et rien faire à côté, on fait ça pour... Voilà, est-ce que c'est un rêve de gosse? C'est juste le kiff et d'être à l'équilibre? C'est quoi, vous, en tout cas, votre image, voilà, et votre projection sur ça? Ça vous prend beaucoup de temps de le gérer. Et le temps. Et on finira là-dessus. Ça prend du temps, est-ce que c'est volontaire ou Alors, on avait pensé le projet pour que ça nous prenne pas beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on avait prévu une équipe déjà de 3 personnes qui nous aident, dont un CDI qui était là sur place, etc. Je pense qu'on pourrait s'extraire davantage de l'opérationnel, mais on aime beaucoup être là. Ok. Et en fait, dans aucun autre projet IMO, et d'ailleurs c'est assez rare dans les gens que je reçois sur le podcast, les gens qui profitent vraiment du lieu incroyable qu'ils ont créé. Bon, on en parlait nous aussi avec nos logements. Bah, vous y dormez jamais en fait. Et en fait ici, il y a, tu vois, moi je suis pas très énergie, je suis quand même quelqu'un de très terre à terre et tout. Mais on a eu des séminaires ici, des trucs un peu perchés. Et moi, je commence à me connecter à ces trucs-là. Ouais. Et en fait, c'est un lieu où je me sens bien, quand j'y suis, je me baigne à la rivière tous les jours. Et du coup, j'aime y passer du temps. Okay. Même si je ne me rémunère pas aujourd'hui, je n'ai pas un salaire qui sort de ça. Je ne me verse pas de dividendes. Donc là, c'est du patrimoine qu'on crée. Et c'est ça, justement, ça revient sur la question que je posais. C'est quoi vraiment votre vision avec cet achat, avec cet investissement? Et en fait, on savait qu'on trouverait des solutions pour le rentabiliser. Je pense que quand on va installer ces cabanes, ça va partir très fort. Ça va même être très rentable finalement. Ça va être très rentable. Un projet passion, mais très rentable aussi. Exactement. Il ne faut pas s'en cacher parce qu'il y a aussi tellement d'enjeux derrière. Je pense que l'argent, c'est important, il faut en parler aussi. Nous, on l'a pas fait immédiatement pour l'argent, on l'a fait pour les rencontres, si on doit donner la vraie raison. Voilà. Et on savait que ça serait un projet aimant. C'est un projet aimant parce que, en fait, tout le monde en parle, sur les réseaux ça marche. Je rencontre Tony Parker, je fais un basket avec Tony Parker parce que lui aussi il kiffe les châteaux. Alors moi je suis basketteur depuis que j'ai 3 ou 4 ans. C'est ça, tu mets pas une valeur là-dessus, tu vois. Bien sûr. Ensuite il m'a invité à son gala avec... Vraiment projet aimant, comme tu dis, ça porte bien son nom. Incroyable. Et donc du coup c'est ce truc, cette raison numéro 1. Ok. Ça c'est ce qui vous a animé en numéro 1. Ouais. Numéro 2 c'était âme d'enfant. Tu vois, déjà tout le monde, ça parlait à tout le monde, les châteaux et tout, mais nous ça nous parlait d'aller faire des visites et on prenait notre bâton et on allait défoncer des fougères pour retrouver le domaine et le truc, et on avait envie de ce côté aventure, qu'on le fait pour l'aventure. Et après le dernier, en effet c'est du patrimoine, on va pas se le cacher, il y a 12 hectares, les terres en France, on en parlait aussi en off, il y a une quantité limitée de terres, on est content de devenir propriétaire de beaucoup de terres, et c'est ça qu'on aime dans ce côté land hacking. Tu axes cette terre parce qu'aujourd'hui elle génère plutôt des coûts et tu vas essayer de générer des revenus avec ça. Et moi j'aime cette partie un peu maligne, d'aller trouver des solutions, d'aller créer une marque aussi, créer une marque qui peut aller demain tu vends tes bougies, tu vends ton vin, tu vends tes trucs. Ça c'est un peu difficile à faire avec un petit bien. Là où si tu as un vrai concept, tu peux aller plus loin là-dessus. De toute façon, je pense que c'était impossible de faire un épisode comme ça qui parle de tout. Donc là déjà c'est un épisode très dense, de ce format qu'on vous a fait. Sûrement un des formats les plus denses qu'on a fait depuis le début, mais on voulait pas non plus bâcler les choses. Il y a tellement de choses à vous dire qui sont importantes. Je pense qu'on reviendra peut-être dans quelques mois, voire dans quelques années, voir les deux pour suivre l'évolution de ce projet. Mais j'espère bien. Mais il y a vraiment... On va voir l'arrivée de la tyrolienne juste ici. C'est clair. On va tester ce soir aussi, on vous le dit pas là, mais on va essayer de tester un petit peu tout ça quand même, parce que on va dormir à l'intérieur du domaine, donc pour le coup vous allez ça va être chouette. Sauter dans la rivière à la fin de cette vidéo. Est-ce qu'on va l'intégrer ou pas? Je sais pas. Dans le montage, mais on vous mettra Alex, moi je filmerai plus. Sur Insta. Non mais en tout cas tout ça pour dire que c'était très dense, qu'on reviendra. N'hésitez pas à suivre les aventures de Jérémy sur ses différents réseaux. Donc c'est le domaine de Fontenay aussi, donc du coup si j'ai pas de bêtises. C'est Château Story sur Instagram. Ok. Domaine de Fontenay, le site internet pour réserver. Et ça fait un bail, le podcast ou Insta pour continuer à vous former sur l'immobilier. Excellent. Dans tous les cas, dans la bio de la vidéo. Bon, en tout cas, on espère que vous avez pris grand plaisir à regarder cette vidéo assez unique sur un domaine unique. Voilà, nous en tout cas, on remercie, on félicite encore Jérémy et Martin pour leur superbe réalisation. C'est un super projet, ça nous inspire aussi, ça nous donne plein d'envie pour continuer dans l'atypique et l'insolite avec Alex. Et puis voilà, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures atypiques et insolites. Salut à tous, merci. Merci Jérémy.